Méthode et outils de sélection de projets. Nous associons cela aussi aux outils de phase de planification de projet, puis à la gestion des conflits dans les projets. Alors, nous voyons qu'il y a assez de thèmes à développer. Nous allons démarrer rapidement pour dire qu'il y a assez d'outils et de méthodes de sélection de projets. Nous allons essayer d'analyser celui du cadre logique de la grille d'analyse euh, de la mémoire d'identification du projet. Après cela, nous allons aborder les phases de planification en termes d'outils de la planification de projet, les outils de la phase de planification de projet en termes d'estimation des durées et coûts, en termes de création de réseaux projets, en termes de diagrammes, de grandes, de techniques de planification aussi. Nous allons parler de cela de façon brève, pas de façon approfondie. Nous n'allons pas oublier les généralités sur les logiciels de planification. D'accord. Euh, Juste une petite introduction au logiciel de planification. Nous allons voir les Microsoft Projets, les présentations générales du logiciel et leur fonctionnement et peut-être voir un exemple de planification. Nous allons aussi voir les allocations de ressources, comment la charte de responsabilité en gestion de projet est utile, la documentation légale et interne, les réunions de chantier, comment les faire. D'accord. Donc, c'est ce que nous allons aborder dans ce travail. Euh, Dès maintenant, nous n'allons pas oublier de terminer avec la gestion des conflits dans les projets. Shalom à vous. Soyez tous les bienvenus et démarrons. Il est important de savoir qu'il existe assez de méthodes et d'outils de sélection de projets et beaucoup les utilisent et pour présenter ce travail, nous allons dire dans le cadre de la gestion de projet, la réussite dépend largement de la rigueur des processus euh, préparatifs, des processus préparatifs et de l'outil de pilotage choisi. Il existe plusieurs éléments clés qui interviennent dans
le pilotage choisi. Il existe plusieurs éléments clés aussi qui existent dans la définition et la mise en œuvre d'un projet, parmi lesquels on peut citer la sélection des outils, la définition du cadre logique. Ces éléments permettent d'assurer la cohérence, l'efficacité et la clarté des questions à mener, sinon des actions, des questions à poser et des actions à mener durant le projet. Il faut dire que euh, la, le cadre logique et la sélection des outils sont deux éléments qui permettent d'assurer la cohérence, l'efficacité, la clarté des actions à mener. Mais en parallèle, il y a la grille d'analyse des risques qui constitue un levier essentiel pour anticiper et gérer les incertitudes. Mais il y a aussi la mémoire d'identification de projet qui joue un rôle fondamental dans l'établissement des bases du projet. Alors, il faut voir que euh, les outils sont utiles pour, ces outils-là sont utiles pour la sélection, d'accord, des projets euh, pour saisir l'interdépendance entre ces éléments et comprendre comment chacun d'eux euh, permet le succès du projet à mener. Nous allons euh, nous focaliser sur ces éléments-là. Je parle des outils, les outils utiles à la sélection de projets, le cadre logique, la grille euh, d'analyse des risques et la mémoire d'identification du projet. Les outils et méthodes de sélection sont entre autres les méthodes de sélection que voici. Nous allons présenter les outils après ceci. On a la méthode de waterfall, d'accord? Il s'agit d'une méthode de gestion de projet. Elle est très répandue. On a la méthode de cycle en V. C'est la méthode de gestion de projet d'origine anglaise. On a la méthode PERT, P-I-R-T en anglais. On a la méthode Scrum, la méthode Kanban. Il existe plusieurs autres types, sinon plusieurs autres méthodes. Nous n'allons pas aller en profondeur dans cet exposé. Nous reviendrons là-dessus dans un autre audio. Mais nous allons les citer pour que vous puissiez continuer vos recherches de façon plus approfondie là-dessus. En termes d'outils de sélection de projets, on a le WIC, le Asana, les notions, le Trailer, on a Jira, on a Basecamp, on a Microsoft Project et beaucoup d'autres. Cela dépend du type de projet. Mais avançons pour voir ce que c'est qu'un cadre logique.
Par définition, le cadre logique, sinon le cadre de gestion, se compose de processus, de tâches et d'outils utilisés pour réaliser un projet du début jusqu'à la fin. Il englobe l'ensemble des composantes clés requises pour euh, la planification, la gestion et la gouvernance du projet. Le cadre de sélection du projet se compose des processus, des tâches et outils utilisés pour réaliser le projet du début jusqu'à la fin. Le cadre logique est la méthode de gestion axée sur les résultats. Euh, le cadre logique permet de confronter euh, sur papier la cohérence entre les différents niveaux de résultats en prenant comme point de référence l'objectif le plus élevé. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment en termes de cadre logique et de cadre de sélection de projets. Nous reviendrons là-dessus dans un autre audio de façon plus approfondie. La grille d'analyse des risques euh, se constitue en quatre étapes d'analyse de risque de projet. La première consiste à identifier le risque du projet. La deuxième étape, évaluer la probabilité et les conséquences des risques. En troisième étape, proposer des actions pour chaque risque. Et enfin, en dernière étape, en quatrième étape, surveiller et rendre compte du suivi des risques. La mémoire d'identification d'un projet qu'on appelle souvent, sinon la plupart du temps, le MIP, MIP, est un document de présentation au client et d'approbation. Et il regroupe des analyses faites qu'on présente aux acteurs. Euh, la méthode d'identification de la mémoire excusez, euh, la mémoire d'identification de projet est composée de 6 parties et, constitue une approche intéressante pour l'ingénieur ou le manager. On a parmi ces 6 parties, on a l'origine du projet, la formulation préliminaire du projet, la synthèse des études de préfaisabilité, la stratégie de gestion retenue, les conclusions et recommandations et les annexes associées. Il faut dire que l'élaboration d'un projet implique une approche structurée et méthodique pour garantir sa réussite. Et le choix des outils et la sélection du projet sont des étapes cruciales permettant de s'assurer que le projet choisi est adapté aux objectifs et aux ressources disponibles. Donc, l'utilisation conjointe du cadre logique de la grille d'analyse des risques et de la mémoire d'identification du projet sinon constitue une approche intégrée et méthodique par, pour la gestion efficace et efficiente du projet proprement dit.
nous allons aborder quelques outils de phase de planification de projet, comme cela a été déjà dit, d'accord, dans notre brève introduction, pour dire que la planification elle-même est une étape cruciale dans la gestion de projet. Elle permet de définir les objectifs, les ressources nécessaires et les délais, assurant ainsi le succès du projet. Euh, pour son bon fonctionnement, il faut savoir que le projet doit utiliser des outils en termes de logiciels de planification pour aboutir à un bon résultat. Parmi ces outils, on a le Microsoft Projet, qui est un logiciel de gestion de projet qui permet de planifier, de suivre et de gérer les projets. Il offre les fonctions telles que la création de diagrammes de Gantt. Euh, Elle permet de visualiser les tâches et les délais. Un autre outil, la gestion, une autre fonctionnalité, la gestion des ressources, toujours sur Microsoft Project, qui permet d'assister, sinon d'assigner et de suivre l'utilisation des ressources. On a aussi le suivi des coûts, toujours dans Microsoft Project, qui permet de gérer le budget du projet. On a le rapport et les rapports et analyses qui permettent d'évaluer l'avancement et d'identifier les problèmes. Donc, le Microsoft Projet est un outil de planification largement utilisé par les chefs de projet pour structurer et optimiser le travail. Alors, comment se présente le logiciel? Il faut dire que c'est il a des fonctionnalités principales, d'accord, c'est-à-dire la création de calendrier et de définition des tâches. On utilise un modèle préétabli pour des projets types. Lorsque vous allez sur Microsoft Word avec un projet, vous pouvez déjà faire votre calendrier et définir vos tâches. Microsoft Word vous permettra de le faire. Il y a aussi le diagramme de Gantt là-dessus qui permet de visualiser les tâches sur un axe temporel, d'identifier les dépendances et les tâches critiques. On a aussi le gestionnaire des ressources qui permet l'assignation des ressources humaines et matérielles, le suivi et l'utilisation des ressources et de la charge de travail. Il faut voir aussi au niveau de ce logiciel le suivi des coûts qui permet de faire la budgétisation du projet, le suivi des dépenses et des prévisions financières. D'accord? On a le rapport et les rapports et analyses en termes de généralité des rapports personnalisés, en termes d'outils d'analyse pour évaluer la progression et l'efficacité. Alors, quand on prend un exemple de planification avec Microsoft Projet, on a un projet comme l'organisation d'un événement et il y a les paramètres du projet, c'est-à-dire le nom du projet, la durée du projet, le budget du projet. En termes de nom, on peut voir en termes d'exemple de planification, Microsoft Projet avec Microsoft Projet d'un projet, on peut voir en termes de nom du projet une conférence annuelle ou mensuelle ou trimestrielle. La durée peut être de 3 mois, un budget de 200 ou 2 millions ou 20 millions. Les étapes de planification au niveau de Microsoft vous permettront de voir la création des tâches.
en termes d'identification des grandes phases. Il faut identifier les grandes phases, il faut rechercher le lieu, la recherche du lieu, les invitations des intervenants, la promotion de l'événement, la logistique autour, d'accord. Et aussi dans les étapes de planification, Microsoft vous aidera à définir des sous-tâches, c'est-à-dire la recherche du lieu, la sélection des sites, les demandes de vie et autres. Donc, il faut voir avec l'aide d'un spécialiste comment cela fonctionne rapidement sur votre ordinateur pour mieux vous approprier cet outil. Il faut aussi comprendre que la phase de planification est cruciale pour le succès du projet. Elle permet de définir des objectifs clairs de structure, et sinon des objectifs clairs surtout au niveau de la structuration des activités et de gérer efficacement les ressources avec des logiciels adéquats. En utilisant les outils de planification, l'organisation du projet est très rentable. Donc, euh, ça peut conduire à une belle fin, d'accord, à commencer avec de bons débuts pour bien aboutir, c'est-à-dire mieux s'organiser. Alors, nous continuons toujours en termes d'outils de planification pour parler des outils de création de réseaux, projets, puis on va continuer. Il faut dire que la planification du projet est cruciale dans le cycle de vie de projet. Elle consiste à définir les objectifs, les ressources, les délais, les méthodes nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. Cette étape nécessite l'utilisation d'outils spécifiques pour organiser les tâches, anticiper les risques, contrôler, sinon coordonner les équipes et garantir l'efficacité. Alors, la création d'un réseau projet, d'un réseau de projets, un réseau de projets est une représentation graphique des tâches ou des activités d'un projet, ainsi que les relations qui les relient. Il permet, sinon le réseau projet, permet d'illustrer les dépendances entre les activités, d'identifier les séquences logiques et d'optimiser la planification. Ce réseau est un outil essentiel pour évaluer et gérer les contraintes temporaires du projet. En termes d'étapes de création d'un réseau, on a l'identification des activités, la détermination des dépendances, l'établissement des durées, la création d'un diagramme réseau, l'analyse du réseau, la validation et l'ajustement, d'accord? Et il faut aussi parler de l'estimation des durées et des coûts, toujours dans euh, les outils de phase de planification de projet. Il faut voir au fait que l'estimation des durées et des coûts est une étape essentielle dans la planification du projet car elle permet de prévoir le temps nécessaire et les ressources financières requises pour mener à bien les activités. Les estimations sont à la base sont la base pour élaborer le calendrier, le budget et assurer le suivi efficace du projet. Alors, en termes d'estimation de durée, l'estimation des durées consiste à prévoir le temps requis pour réaliser chaque activité. Les méthodes d'estimation, on a l'estimation basée sur l'expérience et l'estimation basée sur the Program Evaluation and Review Technique, qu'on appelle normalement PERT, P-E-R-T en anglais.
Les estimations de coûts aussi, lorsque nous abordons les estimations, il faut savoir que les estimations de coûts visent à évaluer le budget nécessaire pour les activités et l'ensemble du projet, pour les activités du projet, mais pour l'ensemble du projet. Alors, les méthodes d'estimation de coûts sont les estimations analogiques, les estimations ascendantes, les estimations par lot, les estimations paramétriques, les estimations pour les imprévus. Ces outils, on continue toujours pour dire que en termes d'outils de phase de planification des projets, on a les techniques de planification, on a le CPM, d'accord, la méthode PERT. Et en termes de techniques de planification, CPM ou Critical Path Method ou de PERT en termes de PERT, Program Evaluation and Review Technique, sont des outils. Tous ces outils-là, ces techniques-là sont des outils de gestion de projet utilisés pour planifier, organiser et contrôler les tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Elles permettent d'identifier les délais, les dépendances entre les tâches et les ressources nécessaires. Le Critical Path Method, la méthode de chemin critique en français, d'accord, est utilisé pour planifier les tâches d'un projet avec des délais fixes et identifier les tâches critiques, puis optimiser l'allocation des ressources. Quand on parle de CPM, ces étapes sont de décomposer le projet en tâches, c'est-à-dire en sous-activités, de définir les dépendances entre les tâches, d'établir la durée des tâches, de construire le diagramme réseau et d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire les séquences de travail qui déterminent la durée totale du projet. Alors, il faut aussi savoir que cela permet d'ajuster si nécessaire les ressources ou délais. Ça a des avantages, c'est-à-dire cela permet la précision dans l'identification des priorités. Cela simplifie le suivi des tâches clés. Et aussi bien que cela a des tâches, mais ça a aussi des limites, c'est-à-dire c'est moins adapté aux projets avec incertitude. Lorsque les projets sont incertains, cette méthode n'est pas adaptée. Et ça ne permet pas de prendre en compte les variations de la durée des tâches. D'accord? Et allons pour le programme, une autre technique, d'accord? Le programme Evaluation and Review Technique qu'on appelle PERT, PERT en anglais. La méthode PERT est utilisée pour gérer les projets avec incertitude ou les durées estimées variables. D'accord? Ça permet de modéliser les projets en utilisant des probabilités. Les étapes de cette méthode sont diviser le projet en tâches. Les étapes permettent de diviser les projets en tâches, d'identifier les dépendances entre les tâches, d'estimer les durées des tâches en utilisant trois valeurs, c'est-à-dire optimiste, durée minimale, euh, pessimiste, durée maximale, probable, durée la plus vraisemblable, en ayant pour variable optimiste O, d'accord, pessimiste P et probable M. Alors, cela permet aussi de calculer la durée moyenne pour chaque étape. Ça a des avantages, c'est que ça prend en compte les incertitudes dans les estimations et aide à anticiper les risques. Mais les inconvénients sont aussi là en termes de... C'est une méthode plus complexe que le CPM et moins précis si les données
probabilistes sont mal estimés. Donc là, nous venons de parcourir une part de ces outils de phase de planification. Il y en a plein, il y en a plein. Ce n'est que quelques-uns que nous avons choisis pour présenter. D'accord, vos recherches pourront vous aider à découvrir d'autres. Il faut voir au fait que lorsqu'on prend un tableau comparatif, on peut voir que en termes d'aspect, de type de projet, le CPM a un délai fixe, le PERT a un délai incertain. En termes d'aspect aussi, en termes d'estimation de durée, d'accord, le CPM est déterministe et le PERT est probabiliste. En termes de focus principal, il faut dire le chemin du CPM est critique alors que celui du PERT est l'analyse des risques et des incertitudes. Alors, évoluons avec le diagramme de Grant et pour dire que le diagramme de Grant est un outil de gestion de projet utilisé pour visualiser et suivre l'avancement des tâches au sein d'un projet. Il représente graphiquement les tâches sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur correspond à la durée estimée. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous pouvons dire en présentation à la durée estimée des tâches en présentant le diagramme de Grant. Et quelles sont les caractéristiques principales du diagramme de Grant en termes de tâches? Le diagramme de Grant permet, en termes de tâches, les tâches sont listées sur l'axe vertical. Les taxes, ça permet de lister les tâches sur l'axe principal et la durée des tâches, la durée de chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont le début et la fin marquent le début et la fin de la tâche. Il y a des dépendances, c'est-à-dire les relations entre les tâches se voient rapidement sur le diagramme. Par exemple, une tâche venant de commencer après une autre peut être indiquée par des flèches ou des liens entre les barres. Donc, les dates aussi, les dates ou périodes sont indiquées sur l'axe horizontal, c'est-à-dire quand on prend le diagramme de Grant, on a les tâches, on a les durées des tâches, on a les dépendances entre les tâches et on a les dates. C'est très clair sur le diagramme. Quels sont les avantages du diagramme de Grant? C'est la clarté visuelle, le suivi du temps, la gestion des dépendances. Alors, en termes de clarté visuelle, ça permet de suivre facilement l'évolution du projet. Le diagramme de Grant permet de suivre facilement l'évolution du projet. En termes de suivi de temps, ça aide à identifier les délais et à ajuster les ressources si nécessaire. Et en termes de dépendance, de gestion de dépendance, ça permet de visualiser l'ordre et les relations entre les tâches. Mais ça, il faut dire au fait que ce diagramme a aussi des limites. La complexité pour les projets grands ou complexes font que le diagramme de Grant euh, les diagrammes de Grant peuvent devenir difficiles à lire lorsqu'il y a un grand nombre de tâches ou de dépendances. Alors, euh, cela ne montre pas toujours les ressources, d'accord? Bien qu'il affiche le timing, le diagramme de Grant ne montre pas nécessairement comment les ressources sont allouées.
nous continuons toujours pour dire que les outils permettent de structurer la planification et de favoriser la collaboration, d'assurer la gestion proactive des risques et des contraintes. La planification efficace euh, la planification efficace est vraiment un facteur clé pour la réussite du projet car elle pose des bases d'une exécution maîtrisée et d'un suivi rigoureux. Mais cela n'est pas que ça ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses par rapport aux outils. On a d'autres outils en termes d'allocation de ressources, en termes de charte, de responsabilité, en termes de documents, beaucoup de choses qu'on ne pourra pas tous parcourir, mais on va quand même essayer de donner l'essentiel. Il faut aussi dire que la phase de réalisation d'un projet est un moment clé où les idées peuvent les idées peuvent prendre des formes et les objectifs peuvent commencer à se concrétiser. Cependant, pour que les phases soient couronnées de succès, plusieurs outils peuvent être utilisés en, euh, en termes de coordination, d'organisation, de suivi pour le bon déroulement des tâches. Parmi ces outils figurent l'allocation des ressources, la charte des responsabilités, la documentation, les réunions de chantier. Chacun d'entre eux joue. Ça, ce sont aussi d'autres outils, d'accord, que nous pouvons utiliser en termes de planification de projets. Ces outils chacun d'entre eux joue un rôle fondamental dans la gestion de projets, qu'il s'agisse de garantir, ici je parle d'outils de gestion de projet et non de planification. Je me corrige, hein, ça c'était une correction. Alors, euh, qu'il s'agisse de garantir une bonne répartition des tâches ou de respecter les délais ou encore de s'assurer que toutes les parties prenantes sont informées et impliquées. Alors, il est vraiment important d'explorer ces outils, leur importance, ainsi que, bon, si possible, donner quelques exemples concrets pour mieux les comprendre et comprendre leur impact sur la réalisation d'un projet, qu'il soit dans le secteur de construction, de l'information ou dans toute autre discipline euh, euh, nécessitant une gestion rigoureuse. Et il faut dire que l'allocation des ressources, qu'est-ce que nous entendons par là? L'allocation des ressources permet d'optimiser des moyens pour réussir le projet. C'est la gestion et la distribution des moyens nécessaires pour réaliser un projet en termes de ressources humaines, matérielles ou financières. Il s'agit de s'assurer que les tâches à leurs ressources nécessaires sont reliées pour être accomplies efficacement tout en respectant le délai. Alors, quand on prend un exemple de projet de construction, l'allocation des ressources pourrait euh, signifier que les ouvriers sont affectés à euh, différents postes, d'accord, à différentes parties du chantier, les maçons pour les fondations, les plombiers pour les installations et dans le cadre d'un projet informatique, cela pourrait être l'affectation d'un budget spécifique pour le développement d'un logiciel ou l'achat de matériel
ou le recrutement des développeurs. Donc, au fait, l'allocation des ressources est vraiment capitale, d'accord? Et cela permet de répartir les ressources selon les priorités. Passons maintenant à la charte des responsabilités. La clarification des rôles et des attentes dans ce domaine-là. C'est un document, quand on parle de charte de responsabilité, c'est un document qui définit les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe pendant la réalisation du projet. Elle permet de clarifier les attentes euh, et d'éviter les ambiguïtés et d'assurer que chaque tâche est bien prise en charge. Ici, voyons que, comme guise d'exemple, une matière raciste, c'est-à-dire un outil couramment utilisé pour clarifier qui est responsable de account, consult ou informed de chaque tâche. Par exemple, dans un projet informatique, le chef de projet pourrait être consulté. D'accord? Dans un projet marketing, une personne pourrait être responsable de la création du contenu, tandis que une autre est informée des résultats de la campagne. Donc, c'est un outil qui permet de relier, d'accord, couramment euh, euh, les, les informations, d'accord, entre le supérieur et l'inférieur ou le subordonné dans une organisation. Alors, en termes de documentation, en termes de documentation, c'est aussi un outil, d'accord? Cela permet d'assurer la traçabilité et la conformité euh, du projet, dans un projet. Alors, la documentation regroupe tous les documents essentiels au projet, qu'ils soient légaux ou non, ou internes. Les documents légaux incluent les contrats, les accords de confidentialité, les autorisations et les notes, d'accord? Les, 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 les documents internes comprennent les rapports de projet, les notes de réunion, les cahiers de charges qui sont cruciales pour le suivi du projet et la communication entre les équipes. Il faut noter que les documents légaux garantissent la conformité légale, la transparence et la gestion des risques. Par exemple, dans un projet de construction, on pourrait avoir des documents légaux comme les permis de construire, les documents légaux comme les documents internes, les documents légaux comme le permis de conduire, de construire ou les autorisations, d'accord, délivrés par les autorités locales, mais on peut aussi avoir des documents internes comme les rapports hebdomadaires sur l'avancement du chantier. Nous allons évoluer pour nous retrouver au niveau des réunions de chantier en termes de communication et de suivi de l'avancement. Les réunions de chantier sont des réunions régulières pour évaluer l'avancement du projet et résoudre les problèmes et et ajuster euh, euh, des points si nécessaire, d'accord, ajuster des choses si nécessaire. Elle permet, sinon les réunions de chantier permettent de maintenir la communication entre les différents acteurs et de suivre l'avancement des travaux et des tâches. Par exemple, l'utilisation d'un agenda structuré pour chaque réunion est vraiment
intéressant. Chaque réunion peut commencer par un point sur les tâches accomplies et suivies, et puis suivre la présentation des obstacles, puis la, 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 dis- la discussion, présenter la discussion des solutions. Il faut dire que les phases de réalisation d'un projet euh, et sinon, les phases de réalisation de projets sont essentielles pour la réussite de ce projet-là, mais que les outils mis en place jouent un rôle très crucial. Alors, l'allocation des ressources permet de maximiser l'efficacité en veillant à ce que chaque ressource soit utilisée de manière optimale. La charte de responsabilité clarifie les rôles et assume la répartition équitable des tâches au sein de l'équipe. La documentation garantit ainsi une base de référence solide pour le long terme du projet et la réunion des chantiers en tant que outil de suivi et de communication permet d'ajuster des actions en temps réel pour euh, combiner ces outils de manière cohérente. Le chef du projet peut non seulement maîtriser la, le suivi du projet, mais aussi garantir que tous les membres de l'équipe travaillent dans les mêmes directions et dans un cadre clair et bien structuré. Nous n'avons pas encore fini, il nous reste encore quelques petites minutes où nous allons aborder la notion de conflit et la notion de gestion de conflit dans les projets. Je crois que cela est vraiment utile en maîtrisant la notion de conflit, les situations qui mènent à des conflits dans un projet et les stratégies disponibles, puis leur impact sur la gestion des conflits. On peut résoudre beaucoup de choses au sein d'un projet. Alors, la gestion de projet est en définition l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et à en atteindre les objectifs en temps et en heure selon les résultats visés. Elle consiste à appliquer les méthodes, les techniques et outils de gestion spécifiques aux différentes étapes du projet, de l'évaluation des opportunités jusqu'à l'avènement du projet. Cette activité porte, d'accord, la gestion des conflits dans le projet. Sinon, d'abord, disons que l'activité du projet porte le nom de conduite de projet. On peut parler de conduite de projet, de pilotage de projet, d'ingénierie de projet, de management de projet ou de gestion de projet. Ce sont des noms synonymes. Alors, quand on n'a pas notion de conflit, le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent à des idées ou des opinions diverses et où les attentes des uns sont souvent en opposition avec celles des autres et conduisant souvent à la mauvaise gestion. Alors, un conflit peut être causé par un désaccord entre les personnes. Il est souvent issu d'un affrontement d'opinions, d'intérêts ou de valeurs. Le conflit se développe à la suite de la perception négative d'un comportement, d'une parole ou d'une intention de l'autre. Ainsi, il faut dire que le conflit est le résultat d'une confrontation de volontés opposées entre deux ou plusieurs parties, entre deux ou plusieurs personnes ou entre deux ou plusieurs personnes dans un groupe.
Le conflit n'est ni bon ni mauvais parce que les conflits sont parfois inévitables, mais ils peuvent offrir des possibilités de mieux se connaître et de faire évoluer les compétences pour gérer les situations délicates. En effet, les habiletés pourront être mises à profit au-delà du contexte dans lequel le conflit se présente, en intégrant le marché du travail ou lors d'interactions avec d'autres professionnels. Il peut aussi avoir des fonctions, le conflit peut avoir des fonctions et des conséquences positives et permettre, par exemple, la création d'une vie plus juste ou la relation plus juste entre ceux qui s'opposent. Le conflit permet de réaffirmer la règle commune et permet aussi d'être source de développement personnel. Alors, nous pouvons continuer pour dire que le conflit est naît des situations. Le conflit naît des situations euh, conflictuelles. Donc, les conflits qui les situations qui mènent à des conflits dans le projet sont nombreux. On peut voir la mauvaise gestion, la mauvaise définition des objectifs, la planification inadéquate, la gestion inefficace des ressources, la communication mal diffusée, mal gérée, le changement de périmètre non contrôlé, la gestion des risques insuffisants, le manque d'engagement de l'équipe, les technologies inadaptées, euh, les stratégies mal orientées. Alors, ce que nous allons faire, il ne va pas simplement, il n'est pas seulement question pour nous de les lister, mais plutôt d'aller plus en profondeur. Pour dire, lorsqu'on parle de manque de définition des objectifs, le manque de clarté dans la définition des objectifs du projet peut conduire à des malentendus et à des attentes non satisfaites. Alors, lorsque les objectifs ne sont pas clairement définis, lorsque les objectifs ne sont pas mesurables et alignés sur la vision globale du projet, il devient difficile pour l'équipe de projet de savoir où elle se dirige, quelle orientation prendre. Cela crée de la confusion et des malentendus et des attentes contradictoires qui peuvent entraîner des retards et des désaccords au sein de l'équipe. Alors, une mauvaise définition des objectifs est très grave et peut conduire le projet à la faillite. Alors, à l'inexistence. Ici, quand entendons nos planification inadéquate, la planification inadéquate est une cause fréquente d'échec de la gestion de projet. Une planification insuffisante ou inexacte peut compromettre la réussite du projet dès le départ. Lorsque la planification est lacunaire, lorsqu'elle a des lacunes en son sein, les étapes clés du projet peuvent être mal définies et les délais sous-estimés, les ressources mal orientées. Cela entraîne les retards, les dépassements de périmètres imprévus. Alors, il vaut mieux bien réfléchir au cours des planifications et mieux les orienter. La gestion inefficace des ressources aussi est source de conflit. La gestion inefficace des ressources, c'est même une grande cause de conflit. La gestion inefficace des ressources est une autre cause majeure d'échec dans la gestion de projet. Lorsque les ressources euh, humaines, financières, matérielles ne sont pas correctement allouées et optimisées, cela peut entraîner un certain nombre de problèmes. Alors, parlons de la communication défaillante.
au sein du projet. Lorsque l'information ne circule pas de manière transparente et efficace entre les membres de l'équipe, les parties prenantes, les gestionnaires et les intervenants, les problèmes surgissent inévitablement. Lorsque la communication est très mal orientée, les problèmes surgissent. Le retard, les malentendus, les erreurs deviennent monnaie courante car les membres de l'équipe ne sont pas et ne sont pas sur la même longueur, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font et ils ne sont pas aussi sur la même longueur d'onde. Alors, les décisions importantes peuvent être prises sans avoir au préalable prise en compte toutes les informations pertinentes. Alors, ce qui entraîne les conséquences néfastes pour le projet. Pour éviter ces pièges, il faut adopter de bonnes techniques de communication. Cela est vraiment très indispensable. Ces techniques sont la plupart du temps établir un bon plan de communication, c'est-à-dire un plan de communication assez clair, tenir des réunions régulières, documenter les décisions et les actions prises, encourager les membres de l'équipe à poser des questions et à partager les informations, promouvoir la bonne circulation de l'information. Alors, nous continuons toujours les sources de conflit, hein, tout ce qui est source, cause de conflit. On a les changements de périmètre non contrôlés. En termes de changements fréquents et non contrôlés dans le périmètre du projet, ils peuvent, ces changements-là peuvent surgir pour perturber la planification initiale. Lorsqu'on commence, lorsqu'on, euh, lorsqu'un périmètre est mal défini et mal déterminé, cela entraîne des fonctionnalités, des tâches et des livrables mal orientés. Cependant, si de nouveaux éléments ou des modifications sont introduits sans un processus de gestion du changement adéquat, cela peut avoir des impacts significatifs sur le projet. C'est-à-dire, lorsque vous orientez très mal les changements de périmètre qui ne sont pas contrôlés, cela peut vraiment détruire toute la nature même du projet. Cela entraîne des conflits, d'accord? Les projets impliquent toujours une part d'incertitude. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans la gestion des risques, d'accord, insuffisants. Et nous pouvons dire que les projets impliquent toujours une part d'incertitude et si les risques ne sont pas correctement identifiés, évalués et gérés, les conflits peuvent survenir rapidement et se transformer en problèmes importants. Lorsque la gestion des risques est négligée et les équipes de projet se trouvent moins armées pour affronter les événements imprévus. La lacune dans le sens de mauvaise gestion des risques peut provoquer des perturbations significatives dans le calendrier, dans les dépassements de budget, dans les écarts de rapport aux objectifs initiaux de projet. Tout ça sont des sources de conflits. Le manque d'engagement de l'équipe aussi en est une autre source. En est une autre source. Le manque d'engagement de l'équipe est une cause significative d'échec dans la gestion de projet. Lorsque les membres de l'équipe ne sont pas pleinement investis dans la réussite de projet, cela peut entraîner une cascade de problèmes. Les membres de l'équipe peuvent manquer de motivation pour atteindre les objectifs du projet, ce qui peut conduire à une communication médiocre.
et à des conflits au sein de l'équipe. Il faut aussi prendre en compte les techniques inadaptées pour gérer un projet. Les techniques, le mauvais choix de la technique ou le choix de la mauvaise technique ou les outils inadaptés peuvent entraver la réalisation euh, du projet. Le choix de la technologie sous-jacente d'un projet, qu'il s'agisse de logiciels, d'infrastructures matérielles ou de systèmes spécifiques, ces choix-là doivent être soigneusement réfléchis pour correspondre aux besoins et aux objectifs du projet. Si une entreprise opte pour un système de gestion de données inappropriées, elle peut se heurter à des difficultés pour traiter et stocker les informations essentielles. Alors, le choix des technologies inadaptées est aussi source. Il y a plusieurs autres sources, hein, plusieurs des milliers de sources. Il faut réellement voir dans l'entreprise ou dans le projet ces sources-là et y remédier à temps. Alors, en termes de stratégies disponibles et leur impact, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes, les conflits? On a l'évitement, on a l'autorité, on a la stratégie de compromis, on a la collaboration et aussi des conseils. Mais ici, voyons un peu ce que nous entendons par évitement. Il s'agit de l'une des mauvaises stratégies de gestion de conflits. Cela est certain, car elle consiste à délibérément ignorer la situation conflictuelle. L'évitement, d'accord, consiste à ignorer la situation conflictuelle. La stratégie de l'évitement peut être pratiquée temporairement lorsque vous êtes dépassé par la situation et que vous ne savez pas comment réagir. On peut l'adopter, mais ce n'est pas une stratégie assez conseillée. Mais voici les cas dans lesquels on peut adopter l'évitement. Adoptez cette stratégie lorsque vous avez besoin de prendre une décision, lorsque vous avez besoin d'un peu de recul. D'accord? Elle permet de laisser euh, vos collaborateurs reprendre leurs esprits après une situation conflictuelle. D'accord? Le temps que vous réfléchissez pour mieux revenir, pour avoir des solutions pour résoudre le problème. Vous attendez ainsi que la tension redescende avant de mettre le conflit sur le tapis pour le résoudre. Bon, c'est en ça qu'on peut utiliser l'évitement, mais c'est pas conseillé parce que c'est une mauvaise stratégie qui peut ouvrir encore des portes à d'autres sources de conflits. Mais quand même, on peut l'adopter dans certaines situations, telles que je viens d'en parler. Il y a l'autorité. Cette stratégie est l'inverse de la stratégie d'évitement, car vous imposez votre solution pour répondre à un conflit ou pour résoudre le conflit. Vous veillez, vous imposez votre autorité, d'accord, en tant que chef de projet pour imposer votre décision par la force à votre équipe. Elle peut être utilisée ponctuellement lorsqu'une décision doit être prise rapidement pour faire face à une urgence. Cependant, il faut faire vraiment attention parce que lorsque vous imposez trop, d'accord, surtout dans un monde de dialogue, lorsque vous imposez trop votre autorité, cela est mal vu et peut conduire encore à d'autres sources de conflits. Alors, il faut savoir présenter son point de vue sans être très autoritaire ou trop autoritaire. Euh,
Il y a la stratégie du compromis qu'on peut aussi prendre en considération. La stratégie du compromis, elle se situe entre deux stratégies extrêmes que sont l'évitement et l'autorité. Euh, la négociation est de mise ici. Il s'agit de couper la poire en deux. Et le but est que entre les différentes parties, euh, le but est que les différentes parties fassent chacun des concessions et revoient leurs exigences à la baisse afin que tout le monde soit en partie satisfait. Contrairement à la stratégie d'autorité, il n'y a pas de perdant. Et même si les différentes parties n'obtiennent pas entièrement ce qu'elles veulent, il y a quand même un consensus. Et par rapport à l'évitement, c'est que vous participez aussi à la gestion, d'accord, du conflit à temps. Et continuons par la collaboration qui est encore une autre stratégie. La collaboration est la meilleure stratégie en termes de gestion de conflits. Cependant, elle a aussi ses défauts. Ici, voici la stratégie la plus constructive pour résoudre un conflit, puisqu'elle implique de demander l'avis de l'ensemble des collaborateurs concernés. La stratégie de collaboration permet de prendre en compte les besoins de chacun et ainsi de mettre en place une solution qui satisfera toutes les parties. Vous êtes dans une logique de gagnant-gagnant. Mais aussi dans cette logique de gagnant-gagnant, il faut vraiment faire attention lorsque ceux avec qui vous voulez collaborer ne sont pas dans cet esprit. D'accord, ne voient pas les choses sous cet angle. Cela peut conduire encore à plusieurs sources de conflits. Alors, le conseil qu'on peut donner dès la création de votre projet, d'accord, dès la création de votre projet et dès la création de votre équipe de projet, vous pouvez mettre en place une gestion de conflits avec des directives et un processus à suivre lorsqu'une crise éclate. Il faut choisir soigneusement les membres de votre équipe afin d'éviter des employés difficiles. Je reviens pour dire, il faut vraiment éviter les employés difficiles qui pourraient créer plus facilement des conflits au sein de votre projet ou au sein de votre entreprise. Si aucune des stratégies précitées en termes d'évitement, en termes de collaboration, en termes d'autorité, toutes les stratégies que nous avons précitées ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à faire recours à un médiateur pour résoudre le problème ou à une autorité légale pour résoudre le problème. Une personne neutre extérieure au conflit vous aidera à avoir une discussion plus productive. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de résoudre les conflits dans l'entreprise. Nous n'avons que cité que certains. Alors, il faut comprendre qu'il y a un lien étroit entre le conflit et la performance des équipes de projet. Et par euh, euh, il faut voir au fait que euh, il faut improviser, d'accord? En termes de management des conflits, il faut improviser, il faut le potentiel nécessaire pour la résolution des conflits. Il faut vraiment prendre en compte l'enjeu de gestion des ressources humaines. Nous en avons déjà parlé, d'accord? Comment gérer les ressources humaines. Vous allez visiter cet audio, d'accord, là où nous avons parlé de la gestion des ressources humaines. Quand vous savez bien les gérer la plupart du temps, quand vous savez bien gérer les humains, la plupart du temps, les conflits se sont réduits, d'accord, il n'y a pas de conflit risque zéro. Il y en a, mais vous pouvez toujours les résoudre facilement. Quand vous avez une bonne méthode de gestion de votre personnel, de gestion des ressources humaines,
au sein de votre entreprise. Il convient d'investir sur la consolidation des compétences, d'accord, et mettre en place des formations surtout dédiées, des formations d'appui, surtout dédiées à mieux gérer les émotions des personnes dans le service. Cela vraiment peut aider à éviter assez de conflits. D'accord. Alors, il faut vous noter que le conflit a d'impact. Elle part du double constat d'une nécessité pour les praticiens d'améliorer la gestion des conflits dans un contexte de pression temporaire et d'incertitude accrue et de l'existence de résultats de recherche euh, actuellement divergents sur les liens entre conflits et performance. Il y a toujours un lien entre le conflit et la performance au sein du projet qu'il faut prendre en considération aussi pour mieux euh, réussir. L'objectif, c'est de réussir et d'atteindre les résultats escomptés pour le projet et pour l'entreprise afin que tout le monde soit satisfait. On ne peut pas être satisfait dans un groupe à 100%. Tout le monde ne peut pas être satisfait à 100%. Le mieux est de savoir gérer les hommes, les ressources et le matériel pour réellement s'en sortir. Alors, la gestion des projets est une discipline ayant pour objectif de donner les outils nécessaires et les techniques de suivi d'un projet afin de respecter au mieux les contraintes antagonistes de coût, de qualité, de quantité, d'efficacité, en termes d'efficience aussi. En guise de sommation, il faut dire que la gestion de projet est un ensemble de techniques qui permet d'identifier, de planifier et de piloter le projet. Toutefois, l'évaluation suscite l'aspect managérial. Il faut vraiment prendre en compte en termes d'évaluation de projet l'aspect managérial afin d'avoir une grande valeur ajoutée qui permet de conduire le projet vers la réussite. Et les techniques et outils peuvent fonctionner pleinement dans le cadre d'une bonne gestion de projet, d'accord, afin de réussir à temps et d'éviter beaucoup de conflits au sein de la gestion des projets. Merci. Envoyez-nous vos commentaires et posez des questions, notifiez ce que vous n'avez pas compris. Nous allons vous répondre. Shalom à vous. Merci.